En découvrant de simples pierres dans des grottes, ce type a obtenu un cube capable de déverrouiller. Ses compétences l'ont toujours fait passer pour le plus faible. Mais à cause de cela, la fille qui a grandi avec toi et qui est maintenant populaire t'aime bien, mais une bande obsédée par elle te frappe et t'humilie jusqu'à ce que tu touches le fond. Eh bien, cette histoire commence avec ce type apparemment normal qui apparaît dans cette ville avec pas mal de style. Cependant, grâce à une sorte de pouvoir, il disparaît. Pendant ce temps, nous voyons cette fille dans une école assez ordinaire, où la petite reçoit un appel l'avertissant que bientôt ils viendront la chercher, et qu'elle doit se préparer. À cet âge, la fille ne comprend pas grand-chose. Mais en voyant que ses camarades disparaissent et qu'il ne reste qu'un tas de types en costume, en plus de tourbillons, c'est une situation qui change complètement l'ambiance de l'endroit. Alors elle décide de suivre les indications du type au téléphone pour finir par arriver dans un entrepôt. Heureusement, il s'avère que c'est le type d'avant, utilisant la téléportation pour sauver la fille. Le problème, c'est que les 4 précédents ne vont pas l'aider, car ils ont besoin de cette fille. Alors l'épopée commence quand, rien qu'en courant, le type montre que sa condition physique est d'un autre niveau. Lorsqu'il s'éloigne assez, plaçant la fille en sécurité derrière une barrière magique, il revient révéler son vrai niveau. L'humain, apparemment normal, possède une force insensée et frappe des types sans même broncher. Pourtant, ses adversaires lui paraissent aussi être des surhumains très résistants. Tant que l'un d'eux ne mourra pas, ils continueront. La tension continue de monter, le combat devient vraiment sérieux et les gens ordinaires le savent quand ils voient des immeubles littéralement lancés à la figure. Cependant, l'allié est clairement supérieur lorsqu'il désintègre tout ce qui s'approche, le transformant en une masse qui détruit son rival, l'amenant à ce qu'on appelle des cycles qui, comme dans Jujutsu, est un espace entièrement contrôlé par l'hôte du pouvoir. Le type de costume est abouti, tout en démontrant qu'il n'y a aucune limite à son pouvoir. Le super-humain remonte le temps en réparant tous les dégâts pour que la petite Shen Yao ne se souvienne de rien de ce qui s'est passé et puisse continuer sa vie exactement comme elle l'avait laissé avec son ami d'enfance. Et c'est justement le protagoniste de cette histoire, appelé Xiaoxi. Cependant, à partir de là, sa vie devient assez ordinaire et nous faisons un bond de quelques années dans le futur, jusqu'à son époque de lycée. Lors de la réunion au karaoké, les populaires cherchent à humilier le garçon discret. Alors ils demandent à Shen Yao qui est-ce qu'il aime, le mannequin et l'intelligent, sûr que ce sera l'un d'eux qu'il choisira. Depuis l'enfance, la même personne l'intéresse et elle l'avoue directement au protagoniste. Cependant, les jaloux vont immédiatement le raconter au chef du gang de l'école dont le chef, Dom Yoon, est obsédé par la fille. Donc le soir venu, ils finissent par lui donner une raclée, tout en le menaçant et en l'humiliant en montrant son état à la fille par appel vidéo. Et maintenant, ils veulent le forcer à accepter que quelqu'un d'aussi faible que lui n'est pas au niveau de cette femme. Mais le gars préfère sauter du pont plutôt que de reconnaître une chose pareille, surtout après tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Peu à peu, il perd connaissance et atteint le fond où il aperçoit un étrange cube qui, en le touchant, s'attache à lui. Il traverse un tunnel jusqu'à un espace où une voix inconnue lui annonce qu'il pourra désormais se téléporter dans un rayon de 15 mètres. Il ne comprend rien, alors il commence à utiliser son pouvoir et, tandis que les malfrats le cherchent, il se retrouve à l'école en pleine nuit. Le mieux est de se calmer, il rentre sans utiliser son pouvoir et laisse Shen Yao tranquille, qui allait appeler la police. Maintenant plus calme, il comprend que cet espace sûr est à l'intérieur du cube où il est l'hôte. Pendant ce temps, la voix doit obéir à ses ordres et l'aider à comprendre comment tout va fonctionner à partir de maintenant. Quelque chose appelé le système de l'univers ultime dont il ne comprend pas encore l'ampleur. Il le comprendra vite car ses téléportations sont incontrôlées et limitées. Un jour, il pourrait simplement mourir parce qu'il n'a plus d'énergie ou simplement en tombant d'un endroit où il ne voulait pas aller. Avec une vision de 15 mètres, il s'entraîne à se téléporter où il veut. Attention, il ne doit pas en abuser, son corps doit le supporter sans s'épuiser. S'il veut tenir plus longtemps et pouvoir protéger sa copine, comme le dit la voix, il doit s'améliorer et pour cela, il doit manger des pierres, littéralement. Celles qu'il trouve dans la rue ont une certaine charge d'énergie. Plus elles sont précieuses et spéciales, mieux c'est. Alors il commence à s'entraîner avec sa nouvelle vision et trouve une pierre ordinaire qu'il utilise dans l'espace du cube. Le pouvoir surgit soudainement. Et une simple pierre de bas niveau lui ajoute 2 points de force et 1 point d'endurance, améliorant son acide désoxyribonucléique. Le lendemain, après s'être reposé, il retourne à l'école, où son ami paraît plus attaché à lui après les événements.
Après quelques flirts, ces voyous et leur chef arrivent en classe et, cherchant le protagoniste, le voit Matt essayer de se cacher. Mais la voix lui dit que ses points de puissance, le traitant de déchet, atteignent à peine 7 contre 22 pour lui. Même s'il évite les ennuis, Shen Yao le repousse sans cesse et lui demande de partir. Le type est un harceleur. Maintenant, Xiaoshi va-t-il affronter la situation? D'une seule poigne, le type ressent la pression. Malgré tout, son orgueil en prend un coup, alors il finit par le défier à un combat l'après-midi au gymnase. Le protagoniste finit par cacher ça à Shen Yao, disant qu'il rentre tôt à la maison. Évidemment, il finit là où tous se moquent de lui. Après tout, il n'a jamais su se défendre et on a toujours profité de lui. Et même s'il est plus fort maintenant, il s'agit de 13 rivaux, ce qui lui laisse essentiellement 20% de chances de gagner. Heureusement, le provoquer pour avoir triché. Alors Dong-Yun appelle son meilleur guerrier avec 10 points de compétence. C'est un type à la force imposante dont il doit se méfier. Il esquive la plupart des coups. Sait-il ce qui arriverait s'il était touché? Pendant ce temps, Shen Yao, en cours, n'arrive pas à gérer son anxiété. Heureusement, la grande taille de l'adversaire fatigue vite celui-ci. Chaque coup est plus lent, plus maladroit, et quand il parvient à l'attraper, il le détruit avec un coup de canon et une petite poussée contre le mur. Ici, Donjun commence déjà à transpirer et envoie tout le monde se battre contre un seul. Le protagoniste n'a plus d'autre choix que d'y aller de front, même si ses chances ne sont que de 30%. Tout le monde l'attaque et plus que de se concentrer sur les coups, il doit faire attention aux coups de pied et aux attaques traîtres venant de toutes les directions. Avec tant d'ennemis, il commence à fatiguer, même s'il reçoit encore un coup de pied dans l'entrejambe. Sachant cela, tout importe. Ici, tout le monde lui tombe dessus et malgré ses efforts, il prend un sacré coup. C'est quelque chose que son chef voit comme l'occasion de l'achever pendant qu'il est derrière tout le monde. Voyant son courage à parler, le prota l'inclut dans le combat en lui lançant un petit cadeau au visage. Il élimine progressivement ses adversaires. Le respect assemblé s'installe, mais son énergie touche à sa fin. Cependant, Donjun doit apprendre la leçon et, tandis qu'il le supplie de ne pas s'approcher, il finit par ressembler au chef d'un autre gang ennemi. Pour se moquer de la façon dont il est humilié par un type aussi faible, et en plus par une femme, c'est ça qui dérange le protagoniste. Il ne veut que Shen Yao ne soit pas le sujet de leur conversation. Mais il ne peut pas non plus trop les provoquer parce que son niveau est maintenant critique. Donc la seule solution, c'est de s'enfuir en courant, en comptant les secondes jusqu'à ce que la téléportation se recharge. Quand il le peut, il éteint les lumières et reste derrière ses rivaux pour les éliminer plus facilement grâce à sa vision. Même sans énergie, un coup à la nuque reste mortel. Le pouvoir acquis par l'enfant est inhumain. Pendant ce temps, Shen Yao apparaît avec les directeurs, inquiète pour son ami. Mais dans ce cas, il serait essentiellement l'intimidateur. Alors il décide d'utiliser le humilié Donjun pour faire un petit théâtre, se libérant de la situation pendant que son ami soigne ses blessures. Il comprend qu'en dépit de sa force, son corps le limite. Et c'est pourquoi il doit devenir beaucoup plus puissant. Donc ce dont ils ont besoin, ce sont des pierres, dont il y en a beaucoup dans la ville. Mais alors que certaines ont un propriétaire, les autres sont très chères. Voler n'est pas une option pour l'instant. Alors, avec les économies qu'il a, il achète un kit d'excavation pour chercher des pierres dans la nature. Ce qui le conduit littéralement jusqu'à une montagne, mais devoir creuser presque 15 mètres maintenant, ce n'est pas une option. Et comme il s'agit d'une grotte, il décide de chercher une petite fissure où son pouvoir de téléportation fonctionne, car s'il y a un endroit complètement fermé, il ne peut pas s'y faufiler. Il y parvient et se retrouve dans cette grotte inexplorée où le chemin semble à nouveau bloqué. Il a déjà beaucoup progressé, alors il lui vient à l'esprit d'utiliser les courants d'air pour se déplacer. Et ça finit par fonctionner grâce à son pouvoir. Le problème, c'est qu'il fait face à une chute gigantesque, avec des surfaces assez instables. Et sans s'en rendre compte, parce qu'il est distrait par les pierres, il attire derrière lui un serpent géant. Heureusement, et au début, il ne s'en rend pas compte, et avec l'aide du train de transport, il parvient à en esquiver plusieurs. Mais rappelons-nous que c'est limité, et maintenant il doit avancer par ses propres moyens pour ne pas s'épuiser et finir évanoui. Désormais, avec prudence et attaché d'une corde, il commence à récolter les cristaux. Cependant, en reconnaissant la zone avec son pouvoir de vision, il se rend compte qu'il n'est pas seul, se remplissant de tension en voyant ce serpent qui l'attaque clairement. Et même si le type, par chance, parvient à se libérer, il finit par tomber dans l'eau, où la créature a complètement l'avantage et il ne peut pas se téléporter dans le cube, tant que cette anaconda est accrochée à lui. Cela compte comme faisant partie de ce qu'il veut déplacer dans l'espace, dépassant la limite de capacité. Alors,
comme il peut, et avant d'être asphyxié, il se libère un peu, s'éloigne, et une fois en zone sûre, il peut respirer tranquillement, sans vraiment s'en rendre compte. Il vient d'ajouter à son système 11 gemmes, qu'il peut même synthétiser, c'est-à-dire combiner certaines pierres pour les transformer en gemmes de niveau avancé, qui non seulement augmentent davantage ses statistiques, mais ont aussi la possibilité de lui donner une compétence spéciale. Et pour cela, il doit simplement attendre la modique somme de 100 heures. Évidemment, la situation ne le permet pas. Alors il en laisse la plupart en train de synthétiser et en consomme 2 directement, ce qui fonctionne, car cela lui donne 2 points de vitesse et 4 en esprit. Maintenant, il retourne sur Terre et le combat est totalement différent. Le serpent encaisse vraiment des coups auxquels il ne se défend pas, parce qu'il porte une charge d'énergie assez puissante. Grâce à la spiritualité chaque fois que son pouvoir évolue. C'est un véritable abus, il finit par anéantir l'animal. Alors que maintenant, Solo n'a plus qu'à attendre que ses gemmes élémentaires cuisent, tout en ajoutant une de plus provenant des restes du serpent. Il progresse bien de toute façon. C'est ce que fait le chef de gang qui l'a frappé lors du dernier combat, qui est en train de se remplir d'une rage assez dangereuse. Donc pour le moment, l'intensité monte pas mal. C'est ainsi que nous restons dans le plan macabre. Qu'ont les nouveaux ennemis du protagoniste? Sachant qu'ils ne peuvent vaincre Xiaoxi seul, ils choisissent de l'impliquer par quelques mensonges. Avec un bandit de la ville assez dangereux appelé Monsieur Lugo, c'est leur seule issue pour chercher vengeance, même s'ils le craignent beaucoup. Le protagoniste profite du lendemain lors d'un grand rendez-vous avec Chen Yao, montrant clairement son changement. Elle le voit désormais plus fort et sûr de lui. C'est réel quand il prend la main de la fille, qui commence à accepter que la situation devient sérieuse. Il lui demande désormais de pouvoir compter sur elle pour ses problèmes. Même si le protagoniste promet, le système du cube, c'est qu'il ment. En tout cas, ils continuent à s'amuser. Ils passent l'après-midi ensemble et vont manger, où le protagoniste s'amuse beaucoup avec elle. Il lui offre même un cadeau. C'est la gemme de Malachite qu'il a prise au serpent. La fille a l'air très heureuse de ce qu'elle reçoit. La relation devient plus forte et maintenant, ils ont l'habitude de venir ensemble à l'école. Cependant, c'est là que ça arrive. Alors que Yaoshi l'attend comme d'habitude, la fille semble prendre un peu plus de temps que d'habitude. Mais lorsqu'il entend, après une demi-heure, des jeunes évoquer une disparition près des appartements où elle vit, le protagoniste s'inquiète. Il panique rapidement et parcourt pratiquement toute la ville pour tomber sur un tas de policiers. Et la mère de Chen Yao en pleure parce que sa petite a été enlevée. Durant la nuit, le protagoniste est soudain envahi par la rage sans en connaître la raison. Le système lui conseille-t-il de la maîtriser? Cependant, en voyant Don Jun réapparaître à nouveau, sortant de toute cette foule, il ne peut plus se contrôler. Le type se dirige vers une ruelle assez isolée, on voit bien qu'il est très nerveux. Face à un protagoniste prêt à détruire quiconque l'approche, il ressent la terreur. Et ici, le protagoniste veut des réponses sur le champ. Après avoir vu son expression, le malfrat chef d'un gang, le méchant de son quartier, ne peut pas cacher le secret plus de 10 secondes. Et il s'avère que la fille et son associé ont été capturés par Monsieur Luo, qui est en gros le chef d'une mafia très dangereuse. Malgré tout, ces deux perdants voulaient l'utiliser pour se venger du protagoniste. Heureusement, Monsieur Yun s'est retiré à temps, mais son associé subit actuellement des tortures. Et comme le monsieur n'aime pas qu'on joue avec lui, il finit par être assez sadique, le menant jusqu'à la mort. Pendant ce temps, la jeune fille assiste à toute la scène, car par pure coïncidence, et pour la chance du mafieux Chen Yao, c'est quelqu'un dont il a besoin. Comme nous nous en souvenons, enfant, elle a été sauvée par l'inconnu qui a éliminé tout un groupe d'élite. Seul, ce type, Shiguki, a des comptes à régler avec Monsieur Lao et il le cherche. Malgré tout, elle, en plus d'être très jeune, a perdu la mémoire, donc elle ne sait vraiment rien. Le mieux pour un homme en proie à une colère incontrôlable est de la frapper jusqu'à ce qu'elle se souvienne. Mais heureusement, son majordome, sa conscience, l'en empêche. Parce qu'ils peuvent s'en servir pour faire chanter Shiguki? Comme l'origine de son pouvoir reste mystérieuse, ils ne peuvent pas la laisser apparaître battue, mutilée ou morte. Parce qu'il pourrait atteindre un pouvoir si intouchable que même les assassins experts qu'il a engagés seraient incapables de le gérer. La fille alors est utile, donc il vaut mieux la laisser en vie pour calmer la colère du monsieur. Et c'est là que le majordome dit à Chen Yao de coopérer, car il ne sait pas si la prochaine fois il pourra la sauver. Pendant ce temps, le protagoniste découvre seulement maintenant qui est Monsieur Lugo et son importance dans la ville. Car il s'avère être un voyou de première classe, que rien ni personne ne peut vaincre. Il y a des années, il a choisi de frapper seul un maître influent en ville. Tout le monde savait que la famille de la victime prendrait sa revanche. Malgré leur richesse et leur respect, la seule présence de Monsieur Jean Lugo
les a mis à genoux. Au point qu'après leur départ, ils restaient encore dans la même position. Cet homme et sa famille étaient aussi importants. Cependant, un jour, un homme mystérieux sans origine connue est arrivé en ville pour s'en emparer pendant quelques jours. Ce fut suffisant pour que le grand seigneur Lugo, qui contrôlait tout, finisse humilié et avec 2 doigts en moins. Depuis lors, ce type a consacré son temps, son argent, et même le respect et le soutien de sa famille, pour retrouver et pouvoir se venger de l'incontrôlable inconnu. Alors maintenant que il a la fille qui peut l'aider, sauf quand elle était petite, il ne laissera aucune chance de le retrouver passé. Une histoire intéressante et une information précieuse pour le protagoniste. Son unique souci est de sortir Shen Yao de ce jeu de mafieux. Il remercie Don Jun pour l'information. Il finit par être pardonné, mais ce dernier l'avertit que de simples étudiants ne peuvent pas rivaliser avec des mafieux de ce niveau. Le protagoniste lui dit de ne pas se comparer à lui. Il peut prévenir la police, mais le protagoniste ira chercher la fille. La gemme qu'il lui a donnée émet délibérément un signal facile à localiser. Et cela le conduit jusqu'à ce bâtiment abandonné, où Jean Lugo est en train d'organiser les voyous sur lesquels il a dépensé sa fortune. Plusieurs groupes d'assassins d'élite, comme ce ventriloque macabre. Le système informe le protagoniste que cette puissance supérieure se trouve dans la zone. La seule amélioration possible est une pierre qu'il raffine encore et qui sera prête dans 30 minutes. Elle est à 99% de préparation, mais il décide quand même qu'il doit avancer. Il n'y a pas de temps. Étant repéré par les assassins, qui le voient comme un simple gamin d'école perdu, ils pensent donc devoir se débarrasser de lui. C'est ainsi que le prota se retrouve devant un immeuble à plusieurs étages rempli de cadenas. Avant qu'il ne les brise, un géant lui fait face et lui dit que ce n'est pas un lieu pour les enfants. Le prota analyse avec le système et constate que le type a un niveau de 55, soit 5 de plus que lui. Pour la première fois, il doit se battre prudemment. Un seul coup de poing de cet homme pourrait l'endormir sur le champ. Pendant ce temps, Monsieur Lugo, pour divertir un peu Shen Yao, décide de lui montrer les caméras afin qu'elle puisse voir par elle-même. Comment il tue en son petit ami se moquant du courageux voulant gravir la tour. La force et la résistance de son adversaire ne doivent pas être sous-estimées. Il ne peut profiter que de sa rapidité pour placer quelques coups, mais la réalité c'est que ce n'est pas suffisant. Il est fort pour un étudiant ordinaire, mais dans ce monde clandestin, il lui manque encore beaucoup. Le géant trop confiant est vaincu par la puissance du héros lors d'un duel de vitesse. Mur où ses attaques dévastatrices s'intensifient, se laissant emporter par la situation. Le système analyse son adversaire, qui anticipe les attaques. C'est pourquoi, après l'avoir distrait, il fait semblant de donner un coup de pied, et il utilise son pouvoir pour finir par recréer une masse. Qu'il le frappe à la tête. L'adversaire ne s'y attendait pas, et nous ne sommes pas sur un ring. Pour un combat équitable, il doit sauver sa copine. Il monte les escaliers, évite de justesse des kunai lancés par un homme qui le laisse suspendu sans qu'il comprenne pourquoi. Il se demande comment ce gamin faible a vaincu le géant et, en le sous-estimant, le laisse récupérer pour le prochain combat. Pourtant, cela semblait lui donner un avantage. C'est juste un scénario où l'obscurité rend l'adversaire bien plus fort et son niveau est 75. Cependant, cela ne veut pas dire que le protagoniste n'a pas aussi une aide visuelle plus efficace là où la lumière du soleil n'arrive pas. Le combat débute de façon équilibrée, bien que l'adversaire maîtrise des objets très vite et que le protagoniste soit meilleur au corps à corps. Bien qu'il ait beaucoup souffert pour obtenir sa vision, ses mouvements ne peuvent pas être aussi prévisibles, pensant être le seul à voir. Alors Kia aussi finit par le capturer, et avec un coup assez bas, il élimine un ennemi de plus. C'était un groupe de 3, leur chef détient le record d'éliminer tout adversaire en 10 secondes. Une force reconnue même par l'autre groupe d'assassins qui travaillent pour le Seigneur. Qui d'ailleurs semble bien plus destructeur. La chance du protagoniste s'épuise quand il tombe sur Beowulf sans s'attendre à ce que ce soit un vieux musclé. Dans tous les cas, il ne va pas le sous-estimer. Et il attaque en premier, découvrant toute la force accumulée dans un surhumain plutôt bavard qui fait ressentir chaque coup. Il commence la raclée après 10 secondes s'il parvient à les dépasser. Mais même s'il utilise des astuces ou crée des objets de toutes sortes, il va bientôt s'évanouir sous le nombre de coups de poing au visage, même en essayant d'esquiver et de reculer. Le surhumain ne le lâche pas, continue d'attaquer, et le corps du protagoniste s'effondre, tout son intérieur est écrasé. Désormais, Xiaozi dépend totalement de son système. Avec presque toutes ses côtes cassées, il apprend que le raffinage des gemmes est enfin terminé. Son corps brisé ressent l'électricité. Force plus 11,
Endurance plus 6, agilité plus 7. L'échauffement de Xiaozi est terminé. Il se relève à nouveau, tandis que son adversaire reconnaît qu'il s'agit d'un véritable combat d'hommes, mais maintenant, c'est entièrement au tour du protagoniste de frapper. Chaque coup de poing déborde d'énergie, il reste invisible pour le muscler. Cependant, justement pour cette raison, son corps met quelques secondes à s'adapter à tant de puissance. Le protagoniste souffre, ignorant jusqu'alors ce détail. Même ainsi, ce niveau est suffisant pour endormir son rival. L'énergie qu'il libère n'a aucune limite. En brisant l'entrée avec le corps du type, le grand seigneur Yan Luo commence à désespérer. Qui est ce gamin méprisable qui a détruit le groupe qu'il a tant payé? Cependant, son majordome le calme en disant qu'il lui reste encore la mafia des 1000 hommes. Bien plus forte, elle gagnera sûrement le prochain combat. Car ils n'ont pas seulement plusieurs génies, mais aussi cette petite fille qu'il n'est pas nécessaire de présenter, il suffit de savoir que c'est un monstre. Maintenant, il y a un problème encore plus grave. Le protagoniste continue de gravir les échelons, mais son état empire. Ce sont plusieurs combats, et son corps n'est pas immortel, il a trop de contusions. Cependant, s'il s'arrête maintenant, ses jambes ne vont plus lui répondre. Même si ses adversaires sont plus forts, la personne qui compte pour lui est avec eux et il doit la sauver. Le cube le prévient qu'en plus, son système physiologique est affecté et que toutes ses émotions stressent le reste. S'il ne se contrôle pas, il s'effondrera. Le prota en tiendra compte, mais maintenant, il doit ouvrir la porte suivante avec ce qu'il attend. Et en vérité, ça ne semble pas très prometteur. Avec un type à la présence abyssale et une fille accro, littéralement excitée à l'idée de voir souffrir ses victimes, la situation commence une fois de plus à devenir tendue. Nous poursuivons cette grande épreuve que le prota doit surmonter pour retrouver sa copine. En effet, maintenant, dans un salon où l'obscurité n'est plus contre lui et où il n'y a plus de vieux musclés, nous avons cette petite fille appelée Kui, aux côtés du type mystérieux, un duo étrange. La fille approche le prota pour évaluer sa magie, mais il n'a aucune compétence mesurable. Et intérieurement, il apparaît que son niveau est de 0, ce qui laisse seulement l'option que sa force vient uniquement de l'entraînement physique et des améliorations régulières. Une personne dans cet état est le rêve humide de cette fille. Il se présente gentiment, mais après la poignée de main, il lance son premier coup. Qu'il agisse ou réponde spontanément, cela fait frissonner la fille, qui ressent une force pure. Il est évident qu'elle est folle, et le protagoniste le comprend lorsqu'elle enchaîne coups de poing et de pied sans pause. Cependant, alors que la fille s'amuse, il semble que pour le protagoniste, avec toute la fatigue qu'il ressent, il est plus difficile de rester concentré. Il ne peut donc répondre qu'avec sa force. Pendant ce temps, la fille, sans se protéger, voit son sang voler partout dans la pièce. Pourtant, elle affirme que ses poings sont faibles pour un homme fort. On voit alors une étrange aura entourer la fille, et son camarade lui dit que ce n'est pas le moment d'utiliser sa capacité. La fille sent qu'elle a enfin un adversaire à sa hauteur. Et c'est ainsi que des griffes et des dents très aiguisées lui poussent, qu'elle plante dans Xiaoxi. Alors que la fille devient de plus en plus agressive et rapide, et qu'il s'y attend le moins, elle goûte déjà son sang à toute vitesse. C'est une situation inhabituelle, contrairement au guerrier qu'il avait affronté. Car cette fille semble posséder et l'esquiver est très difficile car elle a aussi une bonne force. Si le protagoniste ne se ressaisit pas, il mourra. Et cette fois, ce n'est pas à cause des coups, mais parce que la fille lui aspire le sang comme un vampire. Ce qui est curieux, c'est qu'elle, c'est vraiment une bête. Et le sang, avec la pureté et le raffinement du protagoniste, il aide son corps à évoluer. Au point de perdre le contrôle, son compagnon tente de l'endormir avec des aiguilles, mais cela échoue, il doit donc rester très vigilant. Le protagoniste sait que si ce super-humain rejoint le combat, il ne pourra pas gérer les deux car il reste dangereux sans bouger. Il est clair qu'il se retient de quitter Kui, car montrer sa puissance le ferait perdre le contrôle. Maintenant, on remarque à quel point le type est nerveux. Il propose au protagoniste de le laisser passer sans se battre s'il cherche la fille au dernier étage. Cependant, Xiaoxi, intelligent, sait que ces types ont été payés et doit s'assurer qu'ils ne l'attaqueront pas lorsqu'il leur tournera le dos. Alors, en faisant semblant d'être confiant, même s'il est presque mort, il dit au type de lui donner une preuve de loyauté. Et puisqu'il est acculé, il lui propose de signer un pacte de sang, de non-agression de tout son clan. Le protagoniste, n'ayant que sa parole, se contente de rire. Le vieil homme admire la ténacité des jeunes, annonce à la blonde que, suite à la situation de Kui, il se retire car les plans ont changé. Cependant, en seulement quelques secondes, une présence étrange semble assommer la jeune fille, qui n'est autre que le grand Sigu Kui, qui décide enfin de faire son apparition.
Les plans de Monsieur Yanluo changent. Sans assassin, le majordome conseille de se retirer. Le millionnaire est assez têtu et dit au ventriloque macabre qu'il le paiera le triple s'il parvient à tuer Shiguki. Cependant, ce type ne vit que pour les choses qui l'intéressent vraiment, et il n'aime pas qu'on essaie de le manipuler, même si on le paie. Car celui qu'on appelle Musan est le membre le plus arrogant d'un groupe connu sous le nom d'Os Maléfique. Et maintenant, ce type est très intéressé à défier le protagoniste pour nous offrir ce qui sera le meilleur combat au corps à corps, avec des niveaux de puissance incroyables pour ce que nous avons vu jusqu'à présent dans la série. Et en effet, alors que l'étudiant blessé reprend son souffle, il sait qu'il doit continuer d'avancer s'il veut sauver sa copine. Il entre dans la pièce suivante, cherchant cette fois à repérer les ennemis puissants restants. Étrangement, une des marques a totalement disparu. Ce serait bien, sauf que son dernier adversaire est Musan. Un type qui, selon l'analyse du système, n'a qu'un niveau de magie de 7, un gars plus faible que les bandits auxquels l'école faisait face. Sa présence est assez contradictoire, surtout avec la marionnette qui l'accompagne et renferme une pierre magique. Ici, Xiaoxi est perdu et n'a plus beaucoup de temps, car l'homme lance un coup de pied mortel. Et avec l'animation de 6 épisodes de Solo Leveling en une seule scène, le combat épique commence. Et il s'avère que le type, tout comme le protagoniste, n'a pas de magie, car tout son niveau vient de compétences bien plus difficiles à obtenir. Pour Xiaoxi, c'est la force. Pour son rival, la technique avec talisman et ventriloquie. Du coup, le combat devient un corps à corps épique, avec toutes sortes de coups de poing et de pied. Musan est tellement impatient de voir laquelle des deux forces est supérieure, et le protagoniste est obligé de s'adapter au combat. Le combat devient de plus en plus serré, utilisant tout le décor à son avantage. Les murs et les colonnes commencent à être détruits, tandis que Xiaoxi essaie d'empêcher son adversaire d'utiliser ses talismans, lançant tout ce qu'il a sous la main. Cependant, Musan est très rapide et lorsqu'il assène quelques coups aux côtes, en combinant ses talismans explosifs, ils atteignent le protagoniste, le faisant reculer. C'est un point négatif car cela lui permet d'utiliser sa marionnette à distance avec précision et de tirer de nombreux rayons difficiles à bloquer. Xiaoxi le sait sans prévoir ce coup de poing fatal de son adversaire, dont la force le fait abondamment saigner. Cela lui permet aussi de prendre l'avantage sur son adversaire, ce qui désespère Musan, tandis qu'il prépare un coup de poing si puissant qu'il lui arrache une partie des cheveux. Cependant, ce coup de poing était fatal. Grâce à son talisman défensif, l'homme se relève encore. C'est très mauvais car Alokaneki sait que les cheveux blancs lui donnent sa forme finale. Xiaoxi comprend qu'il est en difficulté quand il se fait démolir si vite qu'il n'a pas le temps de réaliser que son adversaire lui colle des talismans sur le bras. Pendant ce temps, la seule chose qu'il peut faire est d'esquiver, alors que la marionnette est maintenant celle qui joue avec lui. Pendant ce temps, Musan explique que chacun des talismans qu'il lui colle coûte 5 millions de yens. Vaincre le protagoniste lui coûte 25 millions rien que pour le mettre à genoux, d'où sa décision de le faire exploser. Pendant ce temps, Monsieur Lugo semble satisfait, puisqu'il a l'argent. Cependant, confiant dans sa victoire, il voit Xiaoxi apparaître à travers les flammes, utilisant sa pelle d'excavateur, qui coûte au maximum 25 yens pour se protéger le visage. Musan ne comprend pas, s'affole et attaque vite. Mais le protagoniste, censé ignorer la compétence, devient bien plus rapide. Il prend rapidement son adversaire pour un sac de boxe. Il lui rend tous les coups, et bien plus encore, tout en détruisant ses armes et en lui arrachant brutalement la couleur blanche de ses cheveux. Le type est détruit, mais le protagoniste aussi. Même s'il a gagné, il est sur le point de perdre connaissance. Pendant ce temps, Monsieur Lugo, avec son majordome, sait qu'il doit utiliser sa dernière arme. Cependant, il semble que Musan n'en est pas fini avec la dernière explosion de sa marionnette, pendant qu'il s'échappe. Sa poupée ne répond pas, mais la bataille continue. Le type dépense toujours beaucoup en talisman pour éliminer le héros, qui ne fait qu'esquiver. Le problème, c'est que lors d'une nouvelle explosion, le feu parvient à l'encercler, il perd un peu connaissance tout en se souvenant de Shen Yao. Il ne peut donc pas abandonner et doit fournir un dernier effort, entraînant Musan dans une puissante chute vers le sol, conclue par une explosion. Ce qui laisse Xiaoxi assez brûlé. Même s'il garde la marionnette, l'homme gravement blessé s'échappe rapidement. Il était très fort, mais le protagoniste n'a pas le temps. Il monte au dernier étage et croise le perdant qui lui demande « Où est la fille ?» Mais en la libérant, pensant que tout allait bien, c'était un piège de Monsieur Lugo, qui les enferme sous les talismans de Musan, avec une bombe. Le protagoniste, en dernier recours, enferme la bombe dans son cube.
Faisant croire à la fille que tout va bien, qu'ils pourront être ensemble, ils se retrouvent. Il ignorait que 10 secondes plus tard, l'explosion dans le système se combinerait à celle de la marionnette restée à l'intérieur. Il est détruit de l'intérieur, laissant un trou dans le cube. C'était quelque chose que le protagoniste ignorait et qui le laisse totalement immobile. Pendant que la jeune fille, essayant de le raisonner, reçoit une balle de Monsieur Lugo, qui décide de finir le travail avant de partir. Shen Yao finit morte, tandis que Shigoki apparaît sur les lieux pour la prendre une fois de plus dans ses bras et dire au protagoniste qu'il n'est même pas encore capable de se protéger lui-même. Il ne pourra rien faire pour une fille qu'il ne comprend pas, restant blessé, perdu et sans sa petite amie. C'est ainsi que nous restons juste après la grande bataille, avec un protagoniste accablé parce que cette fois, il n'a rien pu faire pour sauver sa copine. En fait, ses pouvoirs sont limités en ce moment. Le cube est à sa limite et les seules compétences disponibles sont la téléportation et la vision augmentée. Pendant ce temps, il ne sait pas comment répondre à la mère de Shen Yao à propos de ce qui s'est passé. Une femme mystérieuse surgit, affirmant détenir des informations sur Monsieur Jean Lugo. Ils emmènent le sujet jusqu'à un café, où nous découvrons que la fille mystérieuse parvient à confirmer le soupçon que le protagoniste avait. Depuis quelque temps déjà, dans ce monde où l'on sait qu'il existe des surhumains, mutants et cultivateurs. Il était pratiquement évident qu'il devait y avoir une organisation chargée de tout garder sous contrôle. Et que selon elle, elle le protège même depuis qu'il a obtenu ses pouvoirs. Quelque chose qui lui est complètement égal, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un qui veut le protéger, l'aider, n'aurait pas 3 types armés. Pendant ce temps, elle reste sur ses gardes et lui dit qu'il ne pourra pas le capturer, donc il vaut mieux se calmer. Le prota confirme qu'elle appartient vraiment à une agence de contrôle des super-humains. Alors, en voulant savoir ce qu'elle cherche, elle lui dit qu'elle a besoin de son aide pour une mission de mercenaire. Et quelqu'un qui est passé au grade B en 1 mois est le candidat parfait. Le protagoniste dit qu'il peut accepter ses missions en échange d'informations sur Yanluo, mais surtout sur Siguchi, qui est maintenant sa cible. La fille accepte trop vite quelque chose d'étrange. Cependant, s'il lui laisse du temps pour l'école afin qu'il ne continue pas à échouer, en plus d'une récompense de 50 000 yens, il finira par accepter. Il semble qu'avant cela, elle va vérifier s'il est apte à cette tâche et qu'il sera bientôt évalué. Pour le protagoniste, c'est une alternative un peu risquée, mais c'est tout ce qu'il a pour le moment. En plus de la force, il a besoin d'informations et s'infiltrer dans cette agence peut lui être très bénéfique. La fille, déjà en voiture, avoue collaborer avec le protagoniste car elle sait qu'il a récemment éveillé ses pouvoirs. C'est un garçon naïf qu'il manipule. Ce qu'elle ignore, c'est qu'il écoute toute la conversation grâce à son cube sans être repéré. Intéressant, elle précise qu'elle ne dévoilera pas de grands secrets sur la quête du protagoniste. Elle va juste lui remettre des rapports de niveau D. Ignorant les clans puissants, la fille cherche à le tromper. Cependant, Xiaoxi peut en profiter, car l'agence peut encore lui servir. Alors, le lendemain, en voyageant jusqu'à la forêt, à l'endroit indiqué, il semble se perdre parmi tous ces arbres. Cependant, Phil tombe sur ce qui semble être un manoir ultra secret. On y trouve tous les luxes, de jolies servantes et des gens variés prêts pour l'épreuve. En fait, l'hôte leur explique qu'ils devront prouver plusieurs qualités pour obtenir le poste de garde du corps. La première étant la prise de décision, où le prot et les autres sont emmenés dans une salle de casino où ils reçoivent, avec 5 jetons gratuits, sans tricher ni voler, ils doivent les doubler pour réussir l'épreuve. Clairement, et comme cet inconnu le dit, il y a des jeux apparemment simples auxquels les gens vont participer. Ils peuvent tout perdre en 1 seconde. Le prota en est également conscient, cherchant donc un autre type de jeu, dans ce cas, un jeu de concentration. Comme le jeu des 3 gobelets et la pièce, où il n'a même pas besoin de tout miser en un seul coup. Mais l'ancien type vient le défier à table. Et avant de céder à la pression, le prota décide qu'entre eux deux, ils vont miser tous les jetons. Surprenant son rival, contraint d'accepter, la responsable lance un jeu de main difficile à suivre. Cependant, le rival confiant semble avoir une réponse sans même y réfléchir. Pendant ce temps, le protagoniste, devenu la risée de tous, décide de parier. Parce que le jeton est dans l'une des mains des filles, cela n'a pas beaucoup de sens. Cependant, en réalité, les règles n'ont jamais précisé que le jeton devait être dans les verres. Les 2 distractions de la responsable ont trompé tous sauf le protagoniste, qui repart avec le double de ses jetons, laissant les autres s'arracher les cheveux. D'autres personnalités réussissent également. Et après quelques épreuves supplémentaires, un petit groupe d'élus devient les gardes du corps de Monsieur Pierrot. Un millionnaire qu'ils doivent protéger, puisqu'il l'accompagne le soir à un banquet important.
et pour lequel ils viennent de recevoir leur paiement à l'avance, une somme de 3 millions de yens. Le protagoniste s'évanouit car la fille ne lui a donné que 50 000 sur toute la récompense. Malgré tout, il doit avancer et réalise qu'au banquet, plusieurs événements importants auront lieu, dont une vente aux enchères. Monsieur Gordeau cherche des reliques en particulier, et l'une d'elles semble familière au protagoniste par son nom. Il semble que ce soit une pierre d'obsidienne, objet que son système lui avait demandé lorsqu'il était en état critique. Cette mission peut donc lui apporter des connaissances et améliorer son cube. La nuit tombe, les gardes du corps se préparent et arrivent à la luxueuse villa. Parmi une foule de millionnaires, certains plus douteux. Mais après l'accueil, vient le cliché des riches, faire des activités bizarres. Ici, on déploie un grand cristal renforcé, révélant une immense bête crocodile à l'intérieur. Clairement, on ne fait pas qu'observer cet animal. C'est un rituel qui existe depuis des années parmi ces riches, où un guerrier choisi doit affronter la bête avec des armes classiques. Le but est d'arracher une cloche à la bête sans mourir. Pour motiver l'audacieux, une montagne de lingots d'or est offerte. Voyons si la cupidité les fait devenir des champions. Mais attention, personne ne peut quitter la cage une fois qu'ils y sont entrés. C'est quelque chose avec quoi les riches sont d'accord, de toute façon, eux ne se mettent jamais en danger. C'est ainsi que nous voyons le premier guerrier. Un type qui, voyant que la créature dort et qu'il pourrait en profiter, décide de crier son nom devant tout le monde pour qu'on l'entende. Avant même d'agir ou d'enlever la cloche, il est dévoré de façon satisfaisante, bien méritée pour sa stupidité. Clairement, cette créature est anormale. Comme l'explique l'hôte, c'est la dernière expérience de biogénétique. De celle qui essaie visiblement sa propre organisation secrète. Ainsi, tandis que certains spectateurs sont horrifiés, surtout les femmes, d'autres apprécient en sachant que c'est le spectacle pour lequel ils paient. Le prota sait que c'est assez macabre. Mais quand il voit que l'un des gardes du corps de ces riches décide de se porter candidat, il est surpris. Son compagnon lui dit que s'il n'y a pas de volontaire, un garde du corps est choisi au hasard. Clairement, ce salaire quotidien de 3 millions a une justification, même si lui, il se fait quand même arnaquer. Ici, le volontaire avance assez confiant, car malgré la vitesse accrue de l'animal. Il sait qu'en gardant ses distances et en attaquant à la lance, il peut le blesser jusqu'à son épuisement. Cependant, Xiaoxi sait qu'il ignore les améliorations génétiques, ce qui le condamne davantage. Quelques morceaux volent par-ci par-là, des yeux sur les vitres, la scène se remplit du sang des victimes. Chaque mort fait augmenter la récompense en lingots d'or. Ainsi, dans ces conditions, 2 nouveaux candidats apparaissent, l'un d'eux étant le gars costaud de l'équipe du Prota, tandis que l'autre est quelqu'un de travailleur, qui cherche seulement à être validé, reconnu par son patron. Ce qui fait que s'il y a 2 candidats en même temps, ils doivent d'abord s'entretuer, ce qui est illogique, car ils seraient trop fatigués pour le combat contre l'animal. Cependant, le type dur semble détendu car il ne lui faut que quelques secondes pour attaquer son rival. Et avec une capacité vampirique, il aspire son sang, son énergie, ce qui le rend justement plus puissant. Pour affronter la bête, il ne porte pas d'armes afin que ce soit équitable. Pourtant, avec ses réflexes et sa présence remarquable, il arrache la tête de la bête avec une habileté surprenante. Dans un coup fatal instantané qui fait de lui l'un des favoris évidents, et Xiaoxi sait que son niveau est dans la même catégorie que le sien. Pendant ce temps, il reçoit la cloche et la récompense en or. Cette victoire mérite un toast entre ces riches qui n'ont même pas besoin de lever le petit doigt. C'est pourquoi ils attendent de l'hôte qu'il les surprenne, pas seulement qu'il leur offre cela. Et apparemment, c'est ainsi que nous arrivons au plat principal. L'ascenseur commence à monter de nouveau. Pendant ce temps, Xiaoxi perçoit, même sans les statistiques du cube, la puissance écrasante de cette bête. Jamais elle ne sera contrôlée par qui que ce soit. Il s'agit de l'expérience ultime de la biotechnologie, le dangereux Togu 17, qui va semer le chaos partout dans cet endroit. Reprenons avec la présentation de cette bête, une difformité conçue par des ingénieurs en biotechnologie, qui combine l'agilité de plusieurs félins avec la force des ours. Le prototype parfait pour déchirer des humains, avec pour seule faiblesse d'être extrêmement violent. Tout le monde a peur, mais on leur dit que la situation est sous contrôle. Pendant ce temps, le protagoniste remarque que l'aura de l'animal est effectivement impressionnante, mais il y a quelque chose de plus. Quelque chose que son système ressent, une aura assez lourde chez quelqu'un de sa propre équipe. Malgré tout ça, avec une récompense en or presque doublée, nous avons un volontaire. Cependant, lorsqu'il attaque, la créature l'ignore complètement, se dirigeant directement vers la vitre, sans aucun contrôle. Le protagoniste sait que le vampire a perdu quelque chose lors du combat, rendant la créature incontrôlable.
En réalité, à ce moment, l'hôte n'est plus aussi calme. Face à la brutalité et surtout à l'intelligence de l'expérience, la plupart des spectateurs désespèrent. Il finit par briser la vitre, semant le chaos dans le manoir. Le protagoniste sait que tout est prévu. Ce chaos lui permet de s'approcher du proche de Monsieur Jean Lugo et de commencer sa vengeance. Cependant, les contrôleurs, les gardes les plus puissants du lieu, apparaissent pour calmer tout le monde et empêcher qu'ils ne bougent de leur place, tandis qu'avec une grande force, ils maîtrisent la supposée bête redoutable. La fête continue, mais Xiaoxi remarque l'absence d'un membre de son équipe et commence à comprendre la situation. En effet, à l'intérieur du manoir, les gardes procèdent à une inspection de sécurité. Pendant ce temps, la jeune fille Hawkette avance, éliminant quiconque se trouve sur son chemin en mode furtif, sans être détectée même par les caméras. Elle atteint le sous-sol sécurisé et, grâce aux empreintes d'autrui, entre dans la salle des trésors. Le problème, c'est qu'un contrôleur l'attendait déjà, plutôt agile. Cependant, cette femme pourrait riposter, elle serait plus forte s'il n'y avait pas d'autres gardes, qui la distraient au point qu'elle soit attaquée par derrière. C'est ainsi que le protagoniste apparaît de nulle part pour la sauver. Et comme le type devient arrogant, il lui apprend le respect d'une manière assez douloureuse. Moumou doute de la confiance à accorder à cet homme, mais le protagoniste la rassure en affirmant qu'il comprend la situation. C'est vraiment elle la femme qu'il doit protéger et pour laquelle ils ont été engagés. En étant très observateur pendant tout le chaos, le vieux millionnaire était toujours en première ligne. En position défensive avec les autres gardes du corps, pendant qu'il créait le scénario parfait pour qu'elle puisse s'éclipser et prendre les trésors. Le problème, c'est qu'à ce stade, ils auraient déjà dû déplacer toutes les reliques. Ils ne vont rien trouver et les contrôleurs sont déjà en route pour les éliminer. Le protagoniste devance les autres et, avec la fille, entre dans une pièce où les ennemis lancent des grenades aveuglantes. Avec un protagoniste qui a l'espace parfait pour fabriquer un objet et leur faire un très bon coup en retour, profitant de l'absence de vision adverse pour se faufiler. Le souci, c'est que ces types, même en classe B, sont puissants et omniprésents. 3 à la fois, les réflexes faiblissent et le héros s'assied. Cependant, sa confiance est toujours évidente quand il a quelque chose de préparé, et c'est avec cette fausse grenade qu'il finit par les tromper. C'est ainsi qu'il parvient à avancer un peu plus avec la fille, qui sait où se trouve la sortie et lui a la force de l'y emmener. Bien que blessé, Xiaoxi sait qu'ils ne peuvent pas attendre d'être tués. Alors le protagoniste avance droit devant, mais comme il n'est pas avec la fille, qui est la priorité des contrôleurs. L'un d'eux part la chercher, laissant un 2 contre 1 qui change complètement quand elle apparaît depuis le toit. Grâce à son habileté au katana, Xiaoxi vient à bout des 2 de classe B avec ses coups de poing. Grâce à sa vision augmentée, le protagoniste découvre le nouvel emplacement des trésors. Tandis que la fille cherche des objets de valeur, le protagoniste ne prend que les meilleures pierres, les gemmes de qualité pour les cuisiner et améliorer ses statistiques. En voyant enfin la fameuse obsidienne pour son système, ils prennent tout et, en avançant, la fille Hawkette, Moumou, lui dit qu'en ce moment, ils se trouvent au-dessus du laboratoire de biotechnologie. Comme vu précédemment, cet endroit est dangereux et rempli de créatures déformées. Mais dans le même temps, un étage plus bas, il y a un grand égout qui peut les mener directement à la surface. Et maintenant, avec le butin, la fille connaît l'endroit, mais le protagoniste a un mauvais pressentiment. Pendant ce temps, nous voyons les contrôleurs blessés et l'arrivée de leur chef. Un type qui a clairement l'air fort, mais en plus, en voyant leur état, il leur donne des pilules qui les forcent à avaler. Heureusement, il s'agit d'un médicament de guérison avancé. Moumou dit au héros que la priorité est de fuir. Mais doit-il faire quelque chose avant ? Et en fait, il est clair qu'il y a un cerveau derrière toutes ces créatures modifiées dans cet endroit. Et même si on nous a fait croire que Taogu Dixet était la perfection des expériences, ce docteur est vraiment obsédé par les modifications biogénétiques, mais sur des humains. Cette fille cache quelque chose, alors le protagoniste préfère fuir. Mais étant son garde du corps, il l'accompagne. Mais dès qu'il sort de l'ascenseur, la fille s'occupe déjà d'une escouade entière. Ici, avec l'aide d'une carte, ils se repèrent et vont maintenant avancer vers le laboratoire principal et à la fin, vers la sortie. Le souci, c'est que cet étage est le plus dangereux et que les contrôleurs approchent déjà. Donc ils avancent vite tout en affrontant de nombreux monstres. Cet institut recherche l'arme biologique la plus puissante. Tout paraît louche ici, mais ils poursuivent malgré tout. Pour elle, il est clair que ses recherches sur les animaux sont dangereuses. Mais après avoir ouvert une pièce, elle dit au protagoniste que le pire reste à venir.
Alors qu'il voit un tas de spécimens étranges et une docteure qui semblait déjà les attendre, elle informe au docteur qu'il a l'air plutôt calme. Il reconnaît la jeune fille et remarque son retard, car Moumou cherche une drogue spécifique fabriquée par le docteur. C'est pourquoi ils avaient convenu qu'elle lui donnerait le trésor du manoir, car bien que le millionnaire l'emploie pour créer des armes génétiques chez les animaux, lui veut financer des expériences sur des humains. Le prix de ce trésor peut lui donner cette opportunité. Pendant qu'il montre qu'il a même déjà travaillé sur les mêmes contrôleurs qu'ils ont affrontés, qui étaient des personnes faibles auparavant, et qui ont été améliorés au niveau B. De toute façon, ce type pense qu'il peut obtenir encore plus d'améliorations surhumaines, et il ne se soucie pas de créer des monstruosités, ni de la faire souffrir pour atteindre son objectif. Il parle beaucoup, mais au final, il n'a toujours pas le médicament dont la fille a besoin. Pour la maladie de son grand-père, alors il donne une bonne raclée à son grand-père. Mensonge au vieux. Il doit empêcher la survie de cette recherche et la création de ces armes monstrueuses. Il doit tout détruire avec le protagoniste. Pourtant ici, quelque chose disparaît soudainement sans explication. Jusqu'à entendre la voix du système, il a enfin assimilé l'obsidienne qu'ils ont eue. Le cube lui manquait déjà. Le système a été totalement réinitialisé, mais ce n'est pas tout. Sa mise à jour lui apporte des améliorations incroyables, un espace beaucoup plus grand, plus de capacité. Désormais, ses téléportations peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres, tout comme sa vision. Et avec une nouvelle fonction pour améliorer son corps et les objets qu'il crée. Toute cette mise à jour lui remplit la tête de stress, tandis que nous voyons Moumou finir par libérer les espèces partout dans l'endroit. Les contrôleurs, en découvrant ces chauves-souris déformées, affirment qu'il n'y a rien d'alarmant. Mais lorsque ce cultivateur de feu est surpris par l'un des lézards, qui fait preuve de brutalité en lui déchirant littéralement le corps en quelques secondes, ils doivent profiter du moment pour l'attaquer avant d'être les prochains. Pendant ce temps, Moumou, en regardant une carte, sent qu'elle est perdue et finit donc par être acculée par les contrôleurs qui veulent s'amuser un peu. En fait, les deux femmes ont des niveaux assez similaires, chacune avec l'arme qu'elle maîtrise. Mais quand le chauve s'en mêle, ses points sont trop mortels et la fille avoue qu'ils vont la tuer. Parce qu'après avoir pris les pilules, il n'y a plus d'option. De toute façon, elles ont toujours été les cobayes du docteur. Clairement, Mumu sait que ce n'est pas une excuse pour toutes les personnes qu'ils ont tuées, ce qui met son adversaire en colère. Mais alors qu'elle va recevoir le coup final, tout s'arrête et Jiaoxi apparaît de façon épique, faisant tout exploser. Le gars est littéralement arrivé mis à jour, maintenant il l'évite. Cependant, grâce à sa vision, il sait que l'endroit va bientôt être envahi de bêtes. Et avant d'être dévoré avec ses 30 mètres, il finit par se téléporter avec la fille directement dans les égouts. Pendant ce temps, ses rivaux, il est fort probable qu'ils vont souffrir. Cependant, le protagoniste est distrait par autre chose en regardant le changement de tenue de Moumou. Pendant ce temps, elle essaie de lui dire quelque chose, mais un type apparaît derrière eux qu'ils n'ont jamais pu détecter. Le cube sait que sa puissance est trop élevée pour être mesurée et qu'il laisse le chef vu précédemment. Et il est plus que certain qu'il ne va pas les laisser partir nulle part. Nous nous préparons pour le combat final entre deux humains qui, en ce moment, sont à la limite de leur puissance pour nous offrir une bataille épique. Ici se terminent les chapitres 10 et 11, il ne reste plus que le dernier. Grâce à la bénédiction reçue et aux avant-premières, un nouvel épisode animé incroyable arrive. Un combat dans les égouts d'un niveau épique et que vous retrouverez résumé sur cette chaîne avant n'importe quelle autre. Abonnez-vous pour ne rien manquer dès sa sortie. Cette série a réussi à maintenir ce niveau d'animation qui nous a tant plu depuis le premier épisode. Même si le premier, le 7e et le dernier épisode sont les plus impressionnants pour les chorégraphies, l'ambiance et l'animation, la série reste divertissante. Et espérons qu'ils nous surprendront bientôt avec l'annonce d'une deuxième saison. Étant donné sa popularité sur les réseaux sociaux et sa viralité sur TikTok, espérons qu'il y ait une suite. La série me plaît énormément, j'espère que vous pourrez aussi en profiter pleinement. Merci d'avoir regardé mon résumé. Et en attendant d'avoir plus d'épisodes de ce Donghua, je vous laisse avec une autre de ces histoires qui, pour être honnête, est très bonne et assez méconnue. Comme le héros incroyablement doté de pouvoir, respecté par les hommes et faisant chavirer le cœur des dames. Le gars s'appelle littéralement Nice. Il se fait tuer 10 minutes après le début du premier épisode devant un salarié qui vient de perdre son emploi. Mais cela va changer sa vie. Eh bien, cette histoire et la proposition des désormais populaires studios chinois nous présentent Nice, la figure du héros parfait dans le monde. Avec son grand pouvoir et l'image que lui confèrent les entreprises, il est intouchable.
Et pour cela, il est soutenu par l'expert en marketing et protagoniste l'un qui écrit et réalise les publicités pour diviniser Nice. Et que tout le monde puisse le voir partout. Cependant, dernièrement, en essayant de faire croire aux gens qu'ils peuvent aussi se motiver et devenir des héros, il finit par essuyer un refus de la part de ses supérieurs, car ils ne peuvent pas permettre aux pauvres roturiers de la ville de se sentir importants, ils doivent simplement rester les fans de celui qui compte vraiment. Le protagoniste est renvoyé si gentiment qu'il se retrouve au dernier étage à réfléchir à ses options. Ou alors, ne vaudrait-il pas mieux simplement sauter dans le vide ? Du moins, jusqu'à ce qu'il sente une grande présence derrière lui, qui n'est autre que le légendaire Naïs, imposant comme toujours, invincible et respecté de tous. Cependant, alors qu'il le voit s'approcher, la caméra passe au ralenti. Le gars va même jusqu'à lui faire une petite grimace. Et c'est lui qui se jette dans le vide. On voit clairement sa tête se décaler un peu en touchant le sol. Link est choqué. Il ne comprend pas comment le grand Nice, habituellement capable de voler, se retrouve au sol. Que s'est-il passé ? Alors rapidement, Titamadi, des gens superficiels qui n'en ont rien à faire, trouvent notre protagoniste. Et après avoir vu cet hommage, ils devront passer un tas d'appels parce qu'ils sont vraiment dans le pétrin. Ils sont l'équipe de travail du héros de Nice. Alors ils essaient d'interroger le protagoniste, mais pour être honnête, il n'a fait qu'assister au plongeon et pas grand-chose de plus. Alors cette femme d'affaires blonde appelle le patron en essayant de ne pas l'alarmer. Mais alors que le protagoniste tente de fuir, il l'assomme avec un seau de peinture. C'est alors la révélation. Lynn ressemble incroyablement à Nice, alors ils ont le plan parfait. Pour éviter de créer une panique massive, ils vont le transformer en leur héros. Quelques jours plus tard, le protagoniste, après un traitement capillaire un peu douteux, devient le remplaçant, en une semaine. Ils ne se sont même pas souciés de ce qui est arrivé au véritable héros. Et apparemment, personne ne s'en est soucié, puisqu'ils ont maquillé le cadavre pour le faire passer pour Link, tuant ainsi l'ancienne identité du protagoniste. D'ailleurs, la nouvelle n'a eu qu'une seule lectrice, sa mère, ce qui a été assez dur pour le protagoniste. Il sait aussi qu'il peut profiter de ce moment pour changer sa vie ordinaire. En réalité, il ne leur avait rien dit. Dans ce monde, les héros tirent leur pouvoir de la confiance de leurs partisans, si ceux-ci sont satisfaits d'eux. La personne devient plus puissante, ce qui permet à chacun de gagner en confiance et d'améliorer ses caractéristiques physiques et sa force. De plus, la blonde, une femme qui sait maintenir des images artificielles de célébrités, l'emmène rencontrer celle qui est sa petite amie. Tout un spectacle pour les foules, cependant Vec le gars est très nerveux parce que la fille lui a toujours plu. Il en rêvait en faisant ses pubs pour elle. Maintenant, il va la contacter. Mais il est évident que le plus probable, c'est qu'elle devrait rencontrer son petit ami et le découvrir rapidement. On l'envoie quitter à la guerre sans armes, il doit seulement faire confiance. Il prend la fille par la main et agit comme le ferait Nice. Le souci, c'est qu'ils se rencontrent lors d'un événement pour couple parfait où des questions leur seront posées pour tester leurs connaissances mutuelles. Et tout cela est animé par un autre héros, assez insignifiant, qui le déteste et qui soupçonne déjà que ce Nice n'est rien d'autre qu'un imposteur. Cependant, heureusement, le protagoniste Fangir de la fille répond parfaitement à des questions qu'il ne devrait pas connaître, que même la fille ne connaît pas. C'est un vrai rat, et cela fait rougir un peu la fille, tandis que le héros Ether s'énerve. Et même s'il avait déjà quelque chose de prévu en venant. Ce détecteur de mensonges ne marche pas car il veut juste que Nice avoue si Moon est sa copine ou une histoire inventée en ligne. Ce qui techniquement serait la deuxième option. Cependant, pendant quelques secondes, il hésite. Il s'en sort bien avec une réponse incroyable qui satisfait tous sauf ses ennemis. Il dit qu'elle n'est pas sa petite amie, mais sa déesse. Quelque chose de très honnête, montrant que la relation est vraiment amoureuse. Les réseaux regorgent de fans soutenant le couple, ce qui améliore les statistiques du protagoniste. Alors le héros 250, humilié, choisit d'utiliser un atout supplémentaire. Et il fait alors apparaître l'ancien chef du marketing qui, après avoir été licencié à cause de la supposée mort du protagoniste, est devenu le meilleur témoin. Pour prouver que la vie du héros invincible Nice n'est pas si parfaite, il tente de cacher ses erreurs. La confiance donne du pouvoir aux héros, tandis que peur et frustration alimentent celui des méchants. Cet homme rempli de peur était avant tout un homme d'affaires redoutant surtout la faillite. Et encore plus si on lui reproche le fait que l'un de ses employés se soit jeté dans le vide. Ce pouvoir est représenté par une substance noire qu'il peut transformer à sa guise en différents objets assez dangereux. Et on peut le voir lorsqu'il tue précisément toute la salle. Le prota sent sa force être consumé par cette peur, et même s'il esquive toutes les attaques sans problème, les fans de TikTok n'en peuvent plus d'excitation.
Cela dit, son rival ne cède pas, et il doit aussi protéger sa copine. Moon affaiblit ses attaques. Pendant ce temps, la peur grandit chez son rival, surtout en repensant à tout ce qu'il a perdu et qu'il a presque poussé à sauter. Il utilisera ses dernières forces pour vaincre le protagoniste. Nis tente de paraître confiant, mais réalise qu'il lui reste peu de mouvements de superstar qui n'affectent même pas son rival. En fait, à la fin, il finit par se prendre le plafond d'un coup. Il se rappelle qu'il y a quelques jours, il n'était qu'un humain ordinaire à la vie banale. C'est quelque chose dont la peur profite pour lui affecter l'esprit. Cependant, il y a encore quelqu'un pour qui il doit se battre. Et c'est cette femme qui n'était autrefois qu'une illusion, mais qui est maintenant plus réelle que jamais. Même si sa vie est très ordinaire. Dans ce monde où les héros reposent sur la confiance, aucun don ne permet de briser les règles et d'obtenir du pouvoir. Il affronte le rayon laser de son rival et grâce à ses points, l'endort d'un coup. La situation elle est maîtrisée. C'est considéré comme une tentative de terrorisme. Naïs réalise qu'il doit non seulement prétendre être le héros le plus puissant, mais aussi s'y habituer. Alors pour le moment, la blonde est tranquille et décide qu'il l'emmènera au salon des héros, un immense bâtiment où se trouvent les êtres les meilleurs et les plus puissants. Plus ton rang est élevé, plus tu vivras haut avec les grands luxes que cela implique. Cependant, maintenant, le prota doit être conscient que personne ne le traite bien parce qu'il est les Link, mais parce qu'il remplace Nis. Une personne qui, il y a seulement quelques jours, a décidé de mettre fin à ses jours. Une motivation très forte et sombre devait être nécessaire pour abandonner autant de luxe et de reconnaissance. Au sommet dans sa chambre, on ressent l'argent, la tranquillité, et en se couchant, on réalise qu'on ne peut être mieux accompagné. Après tout, il a maintenant une petite amie magnifique, la vie parfaite, si ce n'était pour ce tout petit détail que lorsqu'il se tourne pour la regarder, la femme elle est morte. C'est une histoire de héros ordinaire, mais pas si ordinaire. Ainsi se termine ce premier épisode, une véritable pépite. Une série chinoise en collaboration avec le Japon, à ne pas manquer, surtout avec la popularité que ces histoires connaissent en ce moment. Le rythme est appréciable comme peu d'histoires le sont. On sent que ce n'est pas la même chose que d'habitude et c'est clairement une série à regarder en entier. Elle est accessible sur Bilibili et Crunchyroll, vous pourrez donc la suivre facilement. À mon avis, elle propose une histoire prometteuse. Et c'est Animation Brother, avec plusieurs styles différents, animés par différents studios. Je trouve que ce que font les Chinois, il est fou. Regardez-la, profitez-en et abonnez-vous à ma chaîne. Chaque semaine, dès la publication des épisodes et vidéos, je mettrai la vidéo à jour instantanément pour vous. Et écoutez cet opening et cet ending, ils sont délicieux. Pour ma part, c'est tout. J'espère que vous appréciez l'activité sur la chaîne avec ces nouvelles séries chinoises, dont j'ai déjà plusieurs dans les dernières vidéos. Pour ceux qui sont intéressés, je les laisserai dans la description. Merci pour votre soutien. Comme l'a dit mon père, je vous quitte.